Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma-santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bonjour Sophie. Bonjour Pierre. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons les sujets de santé qui vous concernent au quotidien. Alors avant de débuter, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous y abonner et de nous suivre sur les réseaux sociaux afin de ne rien manquer. Alors Sophie, prête à affronter cette nouvelle année ? Prête Pierre, toujours prête. Mais entre les bonnes résolutions santé comme le Dry January, le manque de lumière, mon choix d'arrêter le tabac et le Blue Monday, ce fameux 3e lundi de janvier qu'on surnomme le jour le plus déprimant de l'année, j'ai l'impression qu'on nous demande de souffrir pour être heureux. C'est vrai que janvier met notre santé mentale à rude épreuve. Mais ne t'en fais pas Sophie. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça avec un œil expert. Entre nos connaissances en pharmacologie et les chiffres clés de la santé mentale en France, on va vous prouver qu'il est possible de transformer cette période en une véritable opportunité pour prendre soin de soi. Et on en a bien besoin. Absolument. Mais Sophie, soyons honnêtes, qui n'a jamais pris une bonne résolution santé en janvier pour l'abandonner avant la fin du mois ? Mais parce qu'on oublie souvent que pour tenir ces résolutions, il faut comprendre pourquoi elles sont importantes. Alors que vous soyez en train de ranger vos chocolats de Noël ou de planifier vos promenades quotidiennes, restez avec nous dans cet épisode. On va partager des conseils pratiques, des données scientifiques et des astuces pour améliorer votre santé mentale tout en gardant le sourire. Et promis, pas besoin de devenir moine tibétain ou marathonien pour y arriver. Alors, prêt à commencer l'année du bon pied ? C'est parti pour un voyage entre science et bienveillance. Quand on parle de santé mentale, on pense souvent à des pathologies comme la dépression ou l'anxiété. Mais être en bonne santé mentale, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est bien plus que l'absence de maladie. C'est un état de bien-être psychologique et émotionnel. Absolument. Cela inclut la capacité à gérer les défis du quotidien, à établir des relations sociales enrichissantes et à travailler ou à étudier dans des bonnes conditions. Pourtant, depuis la pandémie de Covid-19, de nombreuses personnes ont vu leur santé mentale se détériorer face à l'incertitude mondiale. Exactement. On remarque une augmentation de 80% des états dépressifs chez les jeunes ces dernières années. Cela est dû à des causes multiples, le stress scolaire, les réseaux sociaux ou encore les incertitudes professionnelles. Oui, Sophie, si on devait comparer la santé mentale à une partie du corps, ce serait probablement le système nerveux central, invisible mais omniprésent. Il régule tout le reste. Une mauvaise santé mentale peut entraîner des troubles somatiques comme des maux de tête chroniques, des troubles digestifs ou même des maladies cardiovasculaires. Et pourtant, on n'a pas de scanner de l'âme pour la diagnostiquer, n'est-ce pas ? Non, malheureusement, mais ce que l'on a, ce sont des chiffres alarmants. En France, près de 12 millions de personnes sont touchées chaque année par un trouble psychique, selon Santé publique France. Parmi elles, environ 8% de la population adulte souffre de dépression sévère. Et si on regarde les jeunes, comme je le disais, la situation est encore plus préoccupante. L'impact des réseaux sociaux est énorme. Selon une étude de l'UNICEF, un adolescent sur 5 en France a déjà pensé au suicide. Oui, ces chiffres montrent que ce n'est pas juste une question de mal-être passager. Les troubles mentaux ont des répercussions sociales et économiques importantes. La dépression, par exemple, est aujourd'hui la première cause d'incapacité au travail dans le monde, selon l'OMS. Les troubles psychiques comme la dépression et l'anxiété sont souvent liés à des facteurs complexes. Par exemple, un individu a 2 à 4 fois plus de risques de développer un trouble dépressif si un parent proche en a souffert. Oui, effectivement, mais ce ne sont pas seulement des facteurs génétiques. Les épreuves de la vie, comme un deuil, une séparation ou une perte d'emploi, augmentent aussi les risques. Il est important de noter que tout le monde ne réagit pas de la même manière à ces événements. Exactement, il existe une dimension très personnelle dans la manière dont chaque individu gère ces événements. En psychologie, on parle de résilience, cette capacité à rebondir face aux adversités. Certaines personnes sont naturellement plus résilientes, tandis que d'autres peuvent développer des troubles comme des épisodes dépressifs ou des troubles anxieux. C'est là qu'interviennent les facteurs environnementaux. Donc si je comprends bien, vivre dans un environnement stressant ou isolé, avec une alimentation déséquilibrée et sans activité physique, ça n'aide vraiment pas à maintenir une bonne santé mentale. En effet, des études montrent que des conditions de vie précaires, comme un manque de logement stable ou des tensions financières, augmentent le risque de troubles psychiques. La sédentarité, l'alimentation déséquilibrée et le stress chronique jouent également un rôle majeur. Ah, donc ce n'est pas juste une question de grignoter du chocolat quand on est triste. La dépression, par exemple, est un trouble biopsychosocial. Les aspects biologiques, psychologiques et sociaux interagissent ensemble. Exactement.
En termes biologiques, on sait que la dépression peut être associée à une dysrégulation des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la noradrénaline ou la dopamine. C'est pour cela que certains antidépresseurs ciblent spécifiquement ces déséquilibres pour améliorer l'humeur et l'énergie des patients. Mais il ne faut pas oublier le côté psychologique et social. Un événement traumatisant ou un environnement peu favorable peut accentuer ces déséquilibres. Donc, Pierre, comment les auditeurs peuvent-ils mieux prendre soin de leur santé mentale au quotidien? La première chose, c'est de reconnaître l'importance de la santé mentale et d'accepter que c'est tout aussi crucial que notre santé physique. Ensuite, il est essentiel de maintenir un équilibre, que ce soit par l'exercice, une alimentation saine, des moments de relaxation et surtout de ne pas hésiter à demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. En tant qu'expert, nous recommandons toujours une approche proactive, prendre soin de son esprit avant qu'il ne tombe malade. Pierre, tu as mentionné la dépression. C'est la maladie psychique la plus fréquente aujourd'hui. Pourtant, elle est encore souvent confondue avec une simple baisse de morale. Oui, c'est un peu comme dire que la fièvre est juste un petit coup de chaud. La dépression, ce n'est pas juste un coup de blues. C'est une pathologie psychiatrique qui peut vraiment altérer la qualité de vie d'une personne. Ces symptômes incluent une tristesse constante, une perte d'énergie, des troubles du sommeil, des changements d'appétit et parfois même des pensées suicidaires. C'est effrayant, et souvent les gens ne réalisent pas qu'ils sont en dépression avant qu'il ne soit trop tard. La société a tendance à banaliser les symptômes, à les réduire à un mauvais moment à passer. Mais la dépression, c'est bien plus que ça. C'est une dysfonction chimique dans le cerveau, notamment au niveau des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Exactement, ce n'est pas juste dans la tête, c'est aussi dans le cerveau. En fait, certains antidépresseurs, comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, vont aider à réguler ces neurotransmetteurs afin de restaurer l'équilibre chimique du cerveau. Et c'est là que la pharmacologie entre en jeu. Mais il ne faut pas oublier qu'une approche globale est nécessaire. L'accompagnement psychothérapeutique, le soutien social et un mode de vie équilibré jouent également un rôle fondamental dans le traitement de la dépression. C'est vrai. Et puis, il y a l'anxiété. L'anxiété, c'est un peu la petite sœur malicieuse de la dépression, non? Oui, dans un sens, l'anxiété peut se manifester de façon ponctuelle, comme une réaction à un stress temporaire. Mais lorsque cette anxiété devient chronique, elle peut se transformer en un trouble anxieux généralisé, qu'on appelle TAG. Là, on parle de symptômes plus persistants, des insomnies, des tensions musculaires, des palpitations, voire des troubles digestifs, comme des douleurs abdominales ou des nausées. Ah, les fameux symptômes physiques de l'anxiété. Tu sais, quand tu as l'impression que ton estomac se transforme en boule de stress et que tu te demandes si tu n'es pas devenu un expert en symptômes psychosomatiques. Exactement. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Le stress et l'anxiété peuvent se traduire par des symptômes physiques parce que le cerveau et le corps sont intimement liés. Le cerveau produit des hormones du stress comme le cortisol qui peuvent à long terme affecter la digestion, le sommeil et même la fonction cardiaque. En France, 15% de la population souffre de troubles anxieux, ce qui représente environ 10 millions de personnes. Un chiffre impressionnant, surtout quand on sait que ces troubles sont souvent sous-diagnostiqués et sous-traités. Et si on parle de l'impact sur la qualité de vie, on est face à deux pathologies qui, bien que silencieuses, perturbent profondément le quotidien des personnes concernées. La dépression peut couper toute envie d'agir, d'être productif, de socialiser. Et l'anxiété, quant à elle, engendre une vigilance constante, comme si chaque moment pouvait devenir un piège. C'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il existe souvent une comorbidité entre la dépression et l'anxiété. Environ 50% des personnes atteintes de dépression souffrent également de troubles anxieux. Et vice-versa. C'est un peu un cercle vicieux. La dépression peut entraîner des symptômes anxieux et l'anxiété peut alimenter la dépression. D'où l'importance d'une prise en charge précoce. Parce que plus tôt on identifie les symptômes, plus tôt on peut intervenir. Et plus vite on intervient, plus les chances de guérison ou de gestion efficace sont grandes. Alors, que faire? Au-delà des traitements et du suivi médical par un professionnel de santé, il existe aussi des gestes simples à adopter au quotidien. Par exemple, bouger 30 minutes par jour peut faire des merveilles. Vous saviez qu'une activité physique régulière peut augmenter de 30% la production d'endorphines en seulement 6 minutes de marche rapide? Oui, 6 minutes, un simple aller-retour à la boulangerie et hop, vous vous sentez déjà mieux. C'est un coup de pouce naturel pour l'humeur. Exactement, et ce n'est pas juste une question de se bouger un peu. Le sport stimule également la sécrétion de dopamine et de sérotonine, deux hormones du bien-être.
Ce sont les hormones du plaisir, si je puis dire. Mais ce n'est pas tout. Quand vous faites du sport, vous favorisez également la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité de votre cerveau à se réorganiser et à créer de nouvelles connexions neuronales. En gros, vous aidez votre cerveau à mieux gérer le stress et à mieux réguler vos émotions. Un vrai boost naturel. Oui, et avez-vous entendu parler du sport sur ordonnance? Depuis 2017, des médecins peuvent prescrire des séances d'activité physique aux patients souffrant de maladies chroniques. C'est pas génial? Le sport devient un véritable médicament. Exactement. En France, plus de 3 millions de personnes bénéficient de cette prescription. Et cela a montré des effets impressionnants en réduisant de 20% le risque de récidive d'une crise cardiaque ou d'un AVC. Un vrai boost pour le corps et le moral. Alors à vos baskets, le médecin vous l'a prescrit. D'ailleurs, les études sont claires à ce sujet. Les personnes qui pratiquent une activité physique modérée régulièrement sont 30% moins susceptibles de développer des troubles de l'humeur. En France, les recommandations de l'Agence nationale de santé publique préconisent 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Si vous êtes un peu allergique à la salle de sport, ça peut être aussi simple qu'une balade en plein air ou des exercices de yoga. Le yoga, justement, c'est une excellente méthode pour réguler les émotions. Il ne faut pas sous-estimer les bienfaits de la respiration profonde et des postures qui favorisent la relaxation. Ces techniques de relaxation active aident à réguler le système nerveux parasympathique, ce qui permet de réduire la production de cortisol, l'hormone du stress. Moins de cortisol, plus de tranquillité d'esprit. Et n'oublions pas le rôle fondamental du sommeil. Une bonne hygiène de sommeil est indispensable pour préserver la santé mentale. En France, près de 30% des adultes déclarent avoir des troubles du sommeil. Or, on sait qu'un mauvais sommeil est un facteur de risque majeur pour le développement de troubles dépressifs et anxieux. Il est essentiel de respecter un rythme de sommeil régulier et de veiller à avoir un environnement propice à la détente avant de se coucher. Pas de caféine en fin de journée, pas d'écran lumineux et surtout un espace calme et frais. C'est vrai. Et bien sûr, l'alimentation joue aussi un rôle. Vous avez déjà entendu parler du lien entre l'intestin et le cerveau? Cela s'appelle le cerveau intestinal ou axe intestin-cerveau. En effet, notre microbiote intestinal joue un rôle clé dans la régulation de notre humeur et de notre stress. Une alimentation équilibrée, riche en oméga 3, en fibres et en probiotiques, peut avoir un impact direct sur notre santé mentale. Vous voyez, la santé mentale ne se résume pas qu'à ce qu'il y a dans la tête, mais aussi dans le ventre. Une étude menée en 2022 a montré qu'une alimentation riche en aliments fermentés, comme le yaourt ou la choucroute, avait un effet bénéfique sur l'anxiété. Le microbiote intestinal, en produisant certains neurotransmetteurs, comme la sérotonine dont nous avons parlé, contribue à la régulation de nos émotions. Cela renforce l'idée que prendre soin de son corps, dans son ensemble, peut avoir un impact direct sur son bien-être mental. Exactement, tout est lié. Et je ne veux pas oublier l'importance du soutien social. S'entourer d'amis et de proches sur qui on peut compter est essentiel pour maintenir une bonne santé mentale. On peut parler de tout ça entre amis, s'entraider et pourquoi pas se donner rendez-vous pour une activité physique commune, histoire de joindre l'utile à l'agréable. Et pour ceux qui traversent des moments de crise, n'oublions pas que la consultation d'un professionnel de santé est indispensable. L'intervention précoce d'un médecin généraliste, d'un psychologue ou d'un psychiatre peut vraiment faire une différence. En France, une personne sur cinq sera touchée par un trouble psychique au cours de sa vie, mais seulement 30% d'entre elles consulteront un professionnel. Un chiffre bien trop faible quand on pense à l'impact que cela peut avoir sur la qualité de vie à long terme. Pierre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas ignorer en cette période de l'année, la dépression saisonnière. C'est un phénomène qui touche de nombreuses personnes, surtout quand les journées sont courtes et que la lumière du soleil se fait rare. Ah oui, la dépression saisonnière ou trouble affectif saisonnier, TAS, est assez courante, surtout en hiver. Environ 10% de la population française souffre de symptômes liés à cette forme de dépression. Il y a une baisse de l'humeur, de l'énergie et souvent une hypersomnie. C'est bien plus qu'une simple mélancolie hivernale. Exactement. Et l'une des causes principales de ce trouble est la réduction de l'exposition à la lumière naturelle, ce qui perturbe notre rythme circadien et la production de sérotonine, l'hormone du bonheur. Résultat, on se sent plus fatigué, moins motivé et parfois un peu grognon, comme un ours en hibernation. Oui, c'est tout à fait ça. Et heureusement, il existe une solution simple mais efficace, la luminothérapie. Cette technique consiste à s'exposer à une lumière artificielle de forte intensité, imitant la lumière du jour. Des études montrent que 50 à 80% des personnes atteintes de TAS voient une amélioration après quelques jours de traitement.
Pour être plus précis, la luminothérapie consiste à utiliser une lampe spéciale émettant une lumière d'environ 10 000 lux. Cette intensité est suffisante pour stimuler la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et réguler le cycle veille-sommeil. En revanche, l'exposition à des lumières plus faibles, comme celle des écrans, peut être inefficace, voire contre-productive. C'est un peu comme une pilule de soleil pour le moral. Une séance de 30 à 45 minutes chaque matin peut suffire. Et en plus de réguler notre horloge biologique, cela booste aussi la production de dopamine et de sérotonine, des neurotransmetteurs liés au bien-être. D'ailleurs, une étude menée par le Centre national de référence des troubles du sommeil a révélé qu'après 3 à 4 semaines de luminothérapie, les patients rapportent une amélioration significative de leur humeur et de leur qualité de vie. C'est un peu comme si le soleil faisait un retour triomphal dans notre vie. Exactement. Et il faut souligner que la luminothérapie n'est pas un remède miracle. Elle doit être associée à un suivi médical et, dans certains cas, à d'autres traitements comme des antidépresseurs ou des thérapies cognitives et comportementales, les TCC. L'approche globale reste essentielle. Bien sûr. Et pour ceux qui sont réticents à l'idée de prendre des médicaments, la luminothérapie est une option intéressante à envisager en complément d'une hygiène de vie saine. Il est essentiel de maintenir une activité physique régulière, de dormir suffisamment et de bien s'alimenter, notamment en apportant suffisamment de vitamine D à l'organisme, un allié contre l'hiver. Et n'oublions pas que cette année, l'une des résolutions à adopter pourrait être de sortir de notre zone de confort et de s'offrir une séance de luminothérapie. Qui sait, vous pourriez découvrir une nouvelle source de bien-être et ça, c'est sans effet secondaire. Alors, à tous ceux qui se préparent à lutter contre la dépression saisonnière, mettez un peu de lumière dans votre quotidien. Et pourquoi ne pas en profiter pour vous fixer des résolutions de santé mentale ? Un petit geste chaque jour peut faire toute la différence. C'est bien vrai, Sophie, parce qu'on le sait bien, la santé mentale, c'est comme un muscle. Il faut l'entraîner et la nourrir pour qu'elle soit au top, même pendant les mois d'hiver. Et voilà, chers auditeurs, on a fait un petit tour d'horizon de la santé mentale, de la dépression saisonnière à la luminothérapie, en passant par quelques conseils pratiques pour garder le moral en hiver. N'oubliez pas, si vous avez un coup de blues, il est important d'agir tôt. La dépression, ça se traite et il y a plein de solutions. Mais pas de panique, la science a des réponses et des outils à nous offrir. Entre la luminothérapie, les thérapies et l'activité physique, il y a toujours une solution qui peut vous remettre sur pied. Et surtout, rappelez-vous que votre bien-être mental est aussi précieux que votre bien-être physique. Alors hydratez-vous, mangez équilibré et éclairez-vous un peu, mais pas avec votre téléphone, hein ? Oui, ça c'est important. Si vous ressentez des symptômes persistants, surtout en hiver, consultez un professionnel parce qu'une bonne santé mentale, c'est l'élément clé pour bien démarrer l'année. Et avec ça, on vous souhaite de rester lumineux, même quand le soleil se cache derrière les nuages. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à en discuter avec votre pharmacien. Oui, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.